Ok. Merci beaucoup au comité d'organisation de m'avoir proposé de venir vous parler de la ventilation et la déglutition. Et puis la question qui était posée par Hélène, c'était manger ou respirer, faut-il choisir? Moi, je me souviens du... Alors, quand j'ai posé la question dans le service, on m'a dit, mais on préférerait savoir s'il vaut mieux travailler ou dormir. Donc, je ne sais pas quelle était la question la plus pertinente. Mais en tout cas, on va parler d'interaction, déglutition, respiration. Et puis, je vais essayer de vous montrer qu'en effet, il n'y a probablement pas de choix à faire, mais il y a certainement uniquement des adaptations. Alors, voici quelques conflits d'intérêts. Donc la physiologie de la déglutition. La déglutition est un phénomène relativement complexe, physiologique, dont l'objectif est d'assurer deux fonctions vitales indispensables, qui sont le fait d'apporter le bol alimentaire dans l'estomac et donc de garantir un apport calorique suffisant, mais aussi d'assurer la protection des voies aériennes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est là où prend tout son sens des interactions entre la respiration et la déglutition. Quand on déglutit, finalement, il y a trois phases qui se succèdent. Une phase orale où le bol alimentaire est dans la cavité buccale, et puis il y a le passage par la partie pharyngée, qui est le moment le plus critique, et puis le passage du bol alimentaire dans l'œsophage, et tout ça étant contrôlé par un certain nombre de mécanismes à la fois automatiques et volontaires, et avec un certain nombre de modulations comme la respiration. Et il se trouve que quand on regarde la physiologie de la déglutition, eh bien on s'aperçoit que finalement les centres qui commandent la respiration et les centres qui commandent la déglutition sont très proches les uns des autres et se situent principalement dans le tronc cérébral et avec des interactions et des activations qui vont se succéder. Et en fait, quand vous avez qu'à faire le test là spontanément, et si, alors comme c'est naturel, vous en rendez pas compte, mais quand vous déglutissez, quand vous prenez le parti d'avaler un verre d'eau, vous arrêtez de respirer parce que justement cette commande automatique donne l'information à votre commande de la déglutition d'arrêter de respirer. Il y a aussi une commande, comme pour la respiration, qui est une commande volontaire, et cette commande est corticale, et il y a des données imagerie et notamment IRM qui montrent bien que, en effet, quand on demande à un sujet de déclencher une déglutition, eh bien, il active en plus de la commande automatique, il est en capacité d'activer une commande volontaire, et cette commande volontaire, elle est située dans le cortex singulaire antérieur principalement, mais aussi dans d'autres endroits, et l'IRM a permis de mettre en évidence ces différents éléments. Il y a quand on s'intéresse à la déglutition, on s'aperçoit que finalement, chez des sujets qui sont sains, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes en train de... Donc ça, c'est le volume et donc la ventilation du sujet. Et puis là, vous avez la déglutition du sujet qui est le début de la déglutition, qui est enregistré par de l'électromyogramme sous-mentonnier. Et donc en fait, quand on déglutit, eh bien, soit on est sur une phase inspiratoire et à ce moment-là, on va interrompre notre phase inspiratoire, mais on va la faire suivre systématiquement d'une phase expiratoire pour éviter que le bol alimentaire ne passe dans la trachée, ou alors vous êtes sur une phase qui est expiratoire et à ce moment-là vous allez arrêter
cette phase expiratoire, et puis vous allez de la même façon enchaîner par une prolongation de la phase expiratoire. Et là, c'est clairement démontré sur ce schéma. Vous voyez bien que là, le sujet était en cours d'expiration. Il prolonge son expiration et derrière, il fait également une expiration pour éviter de la même façon qu'il y ait de fausses routes ou en tout cas d'inhalation et trachéale du bol alimentaire. Alors il y a un certain nombre de facteurs qui vont moduler ces interactions respiration-déglutition. Et dans ces facteurs, ce qui est intéressant pour les patients insuffisants respiratoires chroniques et notamment les neuromusculaires, c'est l'hypercapnie. Et quand on regarde ce travail qui est relativement ancien, mais qui s'est intéressé à l'effet de l'hypercapnie pendant une infusion continue dans le pharynx d'un soluté hydrique, eh bien, on s'aperçoit que, vous voyez, là, vous êtes à la situation de baseline, et puis après, vous augmentez progressivement la capnie, et puis, autant en situation stable, eh bien, en fait, la déglutition se fait principalement sur la phase, sur la transition entre l'inspiration et l'expiration, ce qui permet de protéger des inhalations, ou alors elle se fait pendant la phase expiratoire. Et progressivement, plus vous augmentez l'hypercapnie, plus vous avez de risques d'avoir une déglutition qui va se faire pendant la phase inspiratoire, et ce qui est extrêmement risqué, puisque pendant cette phase inspiratoire, c'est là où vous avez le risque d'irritation pharyngée et laryngée, et c'est ce qui est montré ici, et vous voyez qu'il y a une augmentation progressive de la fausse route par cette hypercapnie. Et donc cette hypercapnie, elle va compromettre les interactions entre la respiration et la déglutition. Il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, qui est la charge respiratoire imposée aux muscles respiratoires. Et ça, c'est sur des sujets sains, mais ça montre aussi que, en effet, chez des patients neuromusculaires ou chez des patients insuffisants respiratoires chroniques, le fait de modifier la charge respiratoire va aussi modifier les interactions entre la respiration et la déglutition. Et donc là, vous voyez que c'est des sujets contrôle. De la même façon, en fait, ils déglutissent principalement pendant la phase expiratoire, de manière à se protéger de l'inhalation. Quand vous mettez une charge résistive, ce qui revient à créer de l'insuffisance respiratoire chronique obstructive, ce qui n'est pas le cas des neuromusculaires, mais on voit bien qu'il y a aussi des interactions qui alors eux vont favoriser plutôt la phase inspiratoire et puis prolonger derrière l'expiration. Mais quand on est sur des modifications de la compliance qui n'est cette fois-ci élastique du système, et donc dans des conditions de pathologie neuromusculaire, vous voyez que la déglutition, elle se fait principalement pendant l'expiration et qu'elle est suivie d'une phase inspiratoire, et donc elle risque de mettre en jeu le risque d'inhalation des sujets pendant les repas. Alors, l'autre élément qui est favorisant pour les modifications et qui va modifier ces interactions, c'est le volume pulmonaire auquel est réalisée la déglutition. Et donc, ça c'est extrêmement important, puisque on a dit, et Jean-Paul Janssen en a parlé précédemment, il y a une réduction des volumes pulmonaires physiologiquement ou physiopathologiquement chez les patients neuromusculaires, et donc ils vont se retrouver à des volumes pulmonaires qui sont plus bas que le sujet sain. Et donc quand on regarde, en effet, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a plus l'activité, en fait, je vais vous montrer plutôt cette partie-là. Vous voyez que là, vous êtes à la capacité pulmonaire totale, là, vous êtes à la capacité résiduelle fonctionnelle, et là, vous êtes au volume résiduel. Et vous voyez que la durée qui est nécessaire pour la déglutition est d'autant plus importante que le volume pulmonaire auquel est réalisée cette déglutition est faible.
Et ça, on comprend qu'un certain nombre de patients neuromusculaires risquent d'être mis en difficulté, notamment quand ils sont sur des petits volumes pulmonaires, d'où l'intérêt probablement de la ventilation et de l'augmentation de ces volumes pulmonaires pendant les phases de déglutition. Alors pour résumer, les facteurs qui influencent la coordination, c'est le volume, c'est l'état de conscience bien sûr, il y a l'âge. On sait bien que les personnes âgées, plus ils sont âgés, plus ils ont une altération de cette coordination entre la respiration et la déglutition. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de patients âgés qui font des fausses routes, même s'ils ont des altérations modérées de la fonction respiratoire. Et puis, il y a toutes les pathologies neuromusculaires notamment. Et tout ça n'est pas sans conséquence, puisque le fait d'avoir des interactions entre la respiration et la déglutition qui sont des altérations significatives, eh bien, ça entraîne, et on le voit au quotidien chez ces patients, des phénomènes de malnutrition. Cette malnutrition a des conséquences en termes de stress oxydatif, en termes d'atteinte musculaire respiratoire notamment, mais aussi périphérique, pour ceux qui n'avaient pas d'atteinte périphérique très marquée. Et donc, il est important de comprendre les interactions qu'il existe entre les deux. Et en plus, eh bien, comme ça a été dit juste précédemment, un des éléments qui risque d'augmenter la dyspnée et peut-être qui doit faire penser et réfléchir à l'indication d'une ventilation, c'est la dyspnée qui est exprimée par les patients au moment des repas. Et on verra dans une étude qui a été faite par Marine Garguillot et Hélène Prigent sur l'impact de la VNI. On voit bien que la durée des repas de ces patients sont des durées qui sont extrêmement longues. On est capable, nous, de manger en moins de 5 minutes. Enfin, en tout cas, moi, c'est fréquent dans mon activité. Eux ont des durées de repas qui vont dépasser les 30 minutes, 40, 50, 60 minutes, et ça, c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est que, en fait, pendant longtemps, on ne s'était pas intéressé à ces interactions en se disant que la problématique, elle est plutôt aux muscles respiratoires, sauf qu'en fait, il y a dans les muscles inspiratoires un certain nombre de ces muscles qui participent à la déglutition et à une déglutition qui soit effective. Et donc, il est important, de la même façon qu'on évalue la force musculaire inspiratoire des patients, probablement d'évaluer régulièrement les interactions qui peuvent exister entre la respiration et la déglutition, et notamment en leur faisant avaler des petites quantités d'eau. Alors, on a démontré avec Frédéric Lofaso ces éléments. Là, c'était une étude chez des patients neuromusculaires qui étaient déjà trachéotomisés, où on a randomisé 3 bolus d'eau qui leur étaient donnés, et on a fait le test en les comparant à des sujets sains. Et puis après, les patients étaient dans 2 situations, une où ils étaient ventilés pendant la déglutition et l'autre où ils n'étaient pas ventilés pendant la déglutition. La première chose que vous voyez, ça c'est le sujet qui avait fait l'objet d'ailleurs de la couverture de la JRCCM. Donc on était assez fiers de ça. Et donc en fait on enregistrait la déglutition avec un EMG, un mouvement du larynx, et puis d'abord sans ventilation. Alors on voit bien tout de suite que sans ventilation, il y a une grande différence entre un sujet normal. Ça c'est un sujet normal, et donc on retrouvait ce qu'on avait déjà vu dans la littérature, c'est-à-dire que quand on fait déglutir, donc là c'est le même volume de déglutition d'eau,
eh bien, vous voyez que le sujet sain, il va le faire pendant sa phase expiratoire, il va prolonger sa phase expiratoire, réexpirer encore un peu derrière pour éviter d'avoir l'inhalation. Le sujet neuromusculaire, eh bien, lui, il décompose sa déglutition en plusieurs fragments. Et ces fragments, eh bien, ils surviennent un peu à n'importe quel moment du cycle. Pour celle-là, par exemple, juste avant la phase de réinspiration. Donc il y a un risque d'inhalation qui est important. Et donc quand on regardait les différents paramètres de la déglutition, la durée de déglutition, le nombre de cycles ventilatoires qui étaient concernés par la déglutition, le nombre de gorgées qui étaient nécessaires pour déglutir le volume, et puis le nombre de situations, le pourcentage où c'était suivi d'une inspiration ou d'une expiration. Là, dans ce cadre-là, c'était une expiration. Eh bien, vous voyez que la durée, les sujets neuromusculaires sont en noir, la durée est beaucoup plus longue. Le nombre de cycles respiratoires concernés par la déglutition du volume est beaucoup plus important. Le nombre de gorgées est beaucoup plus important également. Et puis, vous voyez que dans un cas sur deux, le cycle respiratoire qui suit la déglutition est un cycle qui est une inspiration et donc à haut risque d'inhalation. Et ça, c'était corrélé à la pression musculaire inspiratoire des patients, puisque ces patients étaient explorés de façon régulière, et donc il y avait une corrélation entre la force musculaire inspiratoire, d'où l'idée aussi qui vient renforcer le fait qu'il y a une interaction possible. Les interactions s'améliorent de façon significative quand on met les patients, quand on les compare entre la ventilation spontanée et la ventilation mécanique, et la durée de déglutition est diminuée. Il y a même un patient qui était incapable de le faire sous ventilation, et là vous voyez qu'il est capable de le faire. On a fait la même chose avec des patients qui allaient être trachéotomisés, qui étaient actuellement en ventilation non invasive et qui allaient être trachéotomisés. Et vous voyez que avant la trachéotomie, donc sans la ventilation, sans la ventilation et sans la trachéotomie, eh bien en fait on avait une différence significative. Et donc après la trachéotomie, contrairement à ce qu'on peut croire, la déglutition a été améliorée. Elle était améliorée probablement aussi parce que ces patients ont été ventilés. Et dans ce petit effectif, il y avait quand même 2 patients qui n'étaient pas capables de déglutir avant d'être trachéotomisés, qu'ils l'étaient par la suite. Quand les patients sont uniquement trachéotomisés, y a-t-il un intérêt éventuellement à mettre une valve de phonation? Et ça, c'est Hélène Prigent qui l'a démontré. Il n'y avait pas de différence dans son étude sur les différents paramètres de la déglutition, mais on voit que l'avantage de la valve de phonation, eh bien, c'est de garder en fait un volume expiratoire en fin d'expiration dans les voies aériennes supérieures. Et ça, c'est pas inintéressant parce que ça permet de restaurer une pression sous-glottique qui est positive et qui va probablement faciliter la déglutition. Alors, quand on est trachéotomisé, on a parfois un ballonnet de la canule, et donc ce ballonnet n'est pas sans conséquence. Ça, c'est une étude qui vient plutôt de patients trachéotomisés sans ventilation. Et vous voyez qu'ils ont regardé l'EMG, la latence de mouvement du larynx, et en fait il démontre que plus vous gonflez le ballonnet, sans surprise, plus vous avez une latence de déglutition qui est importante, plus vous diminuez la capacité du patient de déglutir, et la conclusion était de dire qu'il fallait faire attention aux pressions qui étaient dans les ballonnets.
L'autre élément, et pour finir, c'est que la ventilation non invasive a pris une place de plus en plus importante chez les patients neuromusculaires. Et donc, Hélène et Marine Garguillot, avec Frédéric Lofaso, ont fait cette étude qui était pareil, de regarder les interactions patients ventilation, déglutition chez des patients sous ventilation non invasive, avec des taux de ventilation, des durées de ventilation qui étaient relativement prolongées. Et vous voyez des durées de repas qui étaient extrêmement longs. Et en fait, le système était particulier. Il y avait un système qui permettait aux patients d'arrêter la ventilation le temps de la déglutition. Vous voyez, c'est le switch qui est là de la ventilation, et donc de permettre la ventilation. 10 patients neuromusculaires. Et en fait, quand on regarde les résultats, l'effet de la ventilation non invasive, elle n'a pas d'effet sur le nombre de gorgées. Elle a un effet par contre significatif sur le nombre de gorgées qui sont suivies d'une phase inspiratoire après, et avec une réduction significative également de la dyspnée. Alors, les messages, eh bien, c'est qu'il y a probablement un effet positif de la ventilation mécanique, que les patients soient trachéotomisés ou non trachéotomisés, même si la trachéotomie reste quelque chose de débattu. Un intérêt également à la ventilation pendant les repas, contrairement à ce que pendant longtemps on a pu penser. Et puis, quand on n'est pas ventilé, qu'on est trachéotomisé, eh bien, l'alternative, c'est peut-être d'avoir cette valve expiratoire pendant la déglutition. Et la ventilation non invasive a, elle, également un effet important. Alors, est-ce qu'il faut choisir entre déglutir ou respirer ? Je pense que là, c'est l'exemple d'une patiente qui, clairement, elle fait le choix d'être ventilée et de déglutir en même temps. Voilà. Merci beaucoup pour ça.